Bonjour et bienvenue aux actualités TVCO. Au sommaire cette semaine. Bilan de la cohorte d'infirmières et infirmiers immigrants au Centre d'études collégiales en Charlevoix. Tour des dossiers avec la députée Kariane Bourassa. Le Centre Pro-Santé inaugure son four à pain communautaire. Explorafruits développe une nouvelle offre. Et regard sur Haïti et la Sardaigne au Musée de Charlevoix. Bonne émission! Les 23 infirmières et infirmiers venus d'Afrique en mars 2023 viennent tout juste de compléter leur mise à niveau pour exercer leur métier au Québec. Voici notre reportage. Pour vous aussi, là, c'est votre entrée scolaire. Alors, très content de vous accueillir. Bravo. Il y a un peu plus d'un an, 23 infirmiers et infirmières venus du Maroc, de Tunisie et du Cameroun arrivaient en Charlevoix pour amorcer une mise à niveau intensive qui leur permettrait d'exercer leur métier dans la province de Québec. Pour nous, au CIUS, le recrutement de 23 infirmiers et infirmières dans Charlevoix pour nos soins infirmiers, ça représente un apport absolument majeur et vraiment significatif pour la région. Et pour nous, en fait, le recrutement... Nombreux ont été les défis pour ces nouveaux arrivants, dont certains sont venus en famille, alors que d'autres ont laissé leurs proches pour venir s'établir ici. Une décision qui était vraiment prise avec précision. C'était difficile de prendre une telle décision, mais vraiment le moment où on a eu nos diplômes, notre attestation des études collégiales, c'était vraiment une fierté pour nous et pour notre famille qui ont sacrifié avec nous, qui ont constitué tout au long du programme un support très important, même s'ils ne sont pas avec nous. Tout au long du processus, on était quand même très bien accompagnés, soit sur le plan social, soit sur le plan études, soit sur le plan travail, ressources. On était chanceux ou gâtés un peu des fois, mais je suis très satisfait de tout l'accompagnement qu'on a eu. Maintenant diplômés, les nouveaux infirmiers et infirmières ont encore quelques étapes à franchir, dont l'examen de l'Ordre des infirmières du Québec. On a 2 semaines de formation réparties sur des formations en ligne et des formations en présentiel, que ce soit à Québec ou à Baie-Saint-Paul. Et après, on peut commencer notre formation pratique au niveau de CIUS. On commence un pré-jumelage avec les infirmières, et après un jumelage, et après on peut commencer à travailler d'une manière autonome, soi-disant. Et après ça, juste un mois avant l'ordre, on aura des ateliers fournis, des ateliers, des formations gratuites offertes par le CIUS pour nous préparer à l'examen de l'ordre. Le bilan de cette première expérience est plus que positif dans la région de Charlevoix, puisque 100% de la cohorte a complété et réussi sa formation d'intégration à la profession d'infirmière. L'efficacité des nombreux partenariats dans ce dossier mène d'ailleurs à l'annonce d'une seconde cohorte à venir. Donc, tout à l'heure, je vous disais qu'au CIUS, on voulait poursuivre nos efforts en recrutement international parce que pour nous, c'est extrêmement significatif. 23 infirmiers diplômés hors Canada, ça représente 5 ans de recrutement pour nous. Donc, ce que je voulais clarifier ou préciser, c'est qu'en fait, concrètement, on travaille à une deuxième cohorte pour Charlevoix qui arriverait au printemps 2025. Donc, semblable à ce qu'on vient de vivre, une vingtaine d'étudiants qui viendraient faire leur formation ici au Centre d'études collégiales en Charlevoix. On travaillera encore avec nos partenaires en ayant les apprentissages, en bâtissant sur les apprentissages de ce projet-ci pour être encore meilleur. Donc, pour vraiment venir nous aider à combler nos besoins de main-d'œuvre dans Charlevoix. Bien que cette première expérience soit couronnée de succès, certaines améliorations seront tout de même à apporter pour la suivante. En fait, c'est que là, on va avoir un petit peu plus de temps peut-être de voir venir et on sait que le logement, c'est un des enjeux, des défis principaux que n'importe qui vient s'établir dans la région connaît. Donc, c'est à ce niveau-là qu'il va falloir travailler ensemble pour, en amont, là, dès qu'on va connaître le portrait
qui va faire partie de ce groupe-là, de trouver les meilleures ressources en logement possibles. Et les garderies sont un autre besoin, évidemment. Donc, on suit de près les projets qui pourraient voir le jour de part et d'autre dans l'Est et l'Ouest qui vont pouvoir venir répondre à ces besoins-là. Les nouveaux diplômés ne sont pas tenus de prendre un poste dans Charlevoix, mais le charme de la région sera peut-être les convaincre de rester. On a tombé sous le charme de cette région aussi, à vrai dire. Puis, c'est sûr qu'on était très bien accueillis. C'est notre nouvelle expérience ici au Québec va démarrer ici. Ici, c'est une bonne région pour avoir des enfants. Ils sont entourés. C'est quand même un milieu protecteur, soi-disant. Il n'y a pas vraiment beaucoup de dangers, il n'y a pas beaucoup de risques pour des familles musulmanes qui veulent vraiment protéger leurs enfants, avoir une certaine sécurité, les encadrer comme il faut. C'est vraiment un bon choix. La députée Karianne Bourassa a plusieurs dossiers sur la table qui concernent de près les Charlevoisiens, tels que l'arrivée de l'INRS, le projet de nouveau parc national et la maison René Richard. Martin Ouellette l'a rencontré. Karianne Bourassa, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu nous rencontrer pour faire le tour ensemble des dossiers qui concernent votre circonscription. Ça fait toujours plaisir. On commence avec ce qui va être un incontournable de votre mandat, les inondations de Baie-Saint-Paul. Ça fait déjà 1 an. On sait que la plupart des sinistrés ont maintenant eu la réponse de la sécurité publique, mais il reste beaucoup de dossiers à régler. Je voudrais voir ça avec vous. Tout d'abord, une question qui nous revient, c'est la question, est-ce que le camping de Genévrier a finalement reçu un soutien de la part du gouvernement du Québec suite aux pertes importantes qu'ils ont enregistrées là, il y a 1 an? On va être prêt très bientôt à faire une annonce. Pour l'instant, il reste encore à ficeler les détails, mais on a toujours dit qu'on serait présent, on a toujours dit qu'on allait aider le Genévrier et je continue à dire que c'est vers cette direction-là qu'on va. Quand vous dites qu'il reste beaucoup de dossiers à traiter, on a eu environ 300 demandes d'indemnisation. Oui. Il reste une trentaine. Il reste environ, tu sais, les cas les plus compliqués, les cas où il y a peut-être des particularités du cas par cas. Donc, c'est ce qui reste à traiter. Nous, de notre côté, le ministère de la Sécurité publique, l'argent est sur la table. Les gens qui veulent partir, qui peuvent partir, soit parce que c'est plus de la moitié de la valeur de la maison pour les rénovations, ou soit parce qu'elle est perte totale, il va y avoir un montant de 385 000. Les questions qui restent, c'est surtout au municipal, je pense, avec les permis de démolition. Mais moi, j'ai rencontré les citoyens où il y a encore des questionnements dans leur dossier, puis je leur ai fait parvenir les réponses. Mais parlons maintenant de la suite des choses. On sait que pour se prévenir là, à l'avenir d'autres sinistres comme celui-là, la Ville de Baie-Saint-Paul va avoir à investir des millions de dollars. Nous, on fait des reportages, il y a des murs à construire, il y a des protections à faire un peu partout. Quel genre d'assistance le gouvernement va donner pour les dizaines de millions de dollars à venir pour protéger la municipalité, pour pas que ça se reproduise? Ça va dépendre des demandes. Déjà, on a donné environ 18 millions de dollars à la Ville de Baie-Saint-Paul et aux sinistrés en indemnisation. Oui. Ça comprend, je pense, environ 15 millions pour, les personnes. Les individus. Oui, et les commerces aussi. Oui. Mais il y a notamment 1,5 million pour la digue, pour renforcer la digue. Il y a eu de l'argent aussi pour, ce qui avait été détruit au niveau municipal. Donc, il y a de l'aide qui a été... Parce que les travaux temporaires qui étaient urgents à faire ont été faits. Vous les avez soutenus. Maintenant, on n'est plus à en reconstruire rapidement la digue, on est à refaire la digue. Oui, puis là, il y a des dizaines de millions de dollars qui s'annoncent. Il va y avoir s'annoncent, aussi une nouvelle carte de zone inondable. Oui. On va faire la réforme de ça. Ça va être annoncé bientôt. Présentement, on fonctionne en 0,20 ans, 0,100 ans. Vous savez, les zones. Maintenant, ça va être des risques. Risques faibles, risques élevés. Il va y avoir aussi la responsabilité municipale quant aux mesures de protection. Par exemple, s'il y a une digue et qu'elle est entretenue par la municipalité et qu'elle a bien été entretenue, même si on est en zone moyenne, peut-être que ça pourrait être zone plus faible. Donc, ça reste tout à déterminer. Ce n'est pas encore annoncé, mais ce sera des annonces qui vont être faites. Et bien sûr, les municipalités vont être consultées, vont avoir une grande responsabilité aussi dans l'entretien des infrastructures de protection. Parlant de responsabilité des municipalités, là, on est présentement vers la fin des audiences du coroner suite à 2 décès là, malheureux qui sont déroulés à Saint-Urbain. Je ne vous poserai pas de questions sur le rapport du coroner. Je sais qu'on se retient de tout commentaire tant que le rapport n'est pas déposé. Puis c'est judiciarisé aussi. Mais ce qui ressort quand même, c'est qu'on va demander de plus en plus de choses à des municipalités qui ont de moins en moins de moyens
Comment vous voyez la suite des choses? Bien, d'abord, je pense qu'on est une municipalité où il y a beaucoup de cours d'eau. Pas une municipalité, pardon, une circonscription, région, oui, une région où il y a beaucoup de cours d'eau. Quand il annonce des pluies, quand les facteurs sont là, comme grande accumulation de neige, forte pluie, je pense que ça a sensibilisé aussi pas mal tous les élus, les DG, à dire qu'est-ce qui se passe chez nous? Si on voit que les conditions sont là, OK, le plan d'intervention, le plan d'urgence, qui est responsable? Maintenant, je pense que toutes les municipalités savent si elles ont ou non un plan d'urgence. Elles savent qui sont responsables du plan d'urgence. Oui. Donc, il y a une grande sensibilisation. Par la suite, effectivement, on se rend compte que les petites municipalités n'ont peut-être pas les outils pour faire face à ça. Manque de ressources. Mais encore une fois, dans le cas de Saint-Urbain, la demande, l'état d'urgence n'a pas été déclenché. Si elle avait été déclenchée, est-ce qu'on aurait pu appeler des gens du Saguenay? Est-ce qu'on aurait pu appeler des gens, par exemple, de Québec? Bien, ce qu'on dit, c'est qu'au moment où il aurait fallu le faire, on était déjà, toutes les ressources étaient déjà affectées, tout le monde était déjà mais en même mobilisé. temps, par exemple, Alors, il y avait un principe, là, on déclenchait un état d'urgence. Quand Baie-Saint-Paul a déclenché l'état d'urgence, moi, je suis allée sur place. Par exemple, ils ont dit, OK, on a besoin des gens du MTQ parce qu'il y a des ponts qui se sont, justement, des ponts qui menaçaient, des routes qui sont effondrées. Moi, je faisais lien direct avec le gouvernement. OK, on a besoin des gens de l'environnement pour nous parler justement des cours d'eau. On a besoin. Donc, je faisais ce lien-là qui n'a peut-être pas été fait dans d'autres municipalités. Donc, je pense que oui, il y a une meilleure connaissance des plans d'action. Oui, il y a le fait qu'on a sensibilisé aux gens. Vous devez demander de l'aide parce qu'il y a d'autres municipalités qui peuvent aider. Et sinon, le regroupement, effectivement, des forces au ministère des Affaires municipales, on essaie d'inciter de plus en plus les municipalités à se regrouper. On le voit dans le cas de l'Office municipal d'habitation, qui va devenir l'Office régional d'habitation. Oui. Pensez-vous qu'en sécurité, puis en sécurité publique, on pourrait faire la même chose dans la région? Bien, je pense que certaines municipalités qui pourraient avoir avantage à mettre leurs forces ensemble et d'avoir une plus grande force de réaction en cas d'événements tragiques, que ce soit des incendies, que ce soit des inondations. Plus qu'on est de personnes sur un territoire, plus qu'il y a de monde qui sont prêts à aller s'habiller puis à aller intervenir, bien, plus qu'on a de chances de réagir rapidement et de bien réagir. Donc, c'est les municipalités qui doivent analyser, est-ce qu'elles pensent qu'elles ont le personnel nécessaire? Oui. Est-ce que, justement, le fait d'avoir que des gens à temps partiel et sur appel, est-ce que ça vaut la peine d'avoir des gens temps plein puis de fusionner, par exemple, avec une plus grande municipalité puis d'avoir quelqu'un stand-by, comme on dit, pour intervenir? C'est les municipalités qui doivent analyser. Le ministère des Affaires municipales peut les soutenir dans ces démarches. Oui, il y a des programmes. Il y a des programmes qui existent, effectivement. Okay. Pour les systèmes d'incendie, je ne sais pas particulièrement, mais on pourrait faire les vérifications s'il y a des municipalités qui sont intéressées, peuvent appeler au bureau. Nous, on va regarder dans quel type de situation. C'est déjà arrivé, oui, mais par exemple, les ordures, quand il y a deux villes qui veulent fusionner pour le ramassage d'ordures, bien, il y a effectivement une aide du gouvernement qui peut arriver pour les inciter puis pour aider à la transition, là. Alors, pas de doute que les inondations seront un thème majeur de votre Assurément. premier mandat de député. J'aimerais maintenant qu'on parle de la question du fameux espace bleu. Le gouvernement du Québec a annoncé qu'il renonçait avec l'augmentation des coûts puis les délais, tout ça, annoncé d'implanter dans l'ensemble du Québec des espaces bleus, sauf qu'on était pas mal avancé à Baie-Saint-Paul. Oui. Il y avait déjà tout tunnel de maisons-mères qui était réservé. On fait quoi maintenant? Bien, en fait, le ministre de la Culture est venu ici. Oui. Donc, mon collègue, M. Lacombe. Vous avez visité la maison René Richard? Oui, et plein d'autres choses. On a eu tout un itinéraire, mais oui, OK. on a visité. Puis justement, si on avait visité le domaine Simon, c'est que c'était... Moi, j'ai été mandatée pour rencontrer la ville de Baie-Saint-Paul, dire quelles sont vos priorités. Il va quand même y avoir de l'argent investi Et là, dans la région. Bien, c'est ça, j'ouvre une parenthèse. L'argent qui était prévu pour l'espace bleu, votre gouvernement a garanti qu'il serait investi quand même dans la région, là. Peut-être pas toute la somme, mais il y a quand même une bonne somme qui va être investie, oui, effectivement. Nous, OK. Ce qu'on a dit, c'est tant qu'à créer des entités où il y a des dépassements de coûts, pour créer un nouveau musée, on va prendre, vu que les coûts étaient exorbitants, on va prendre cet argent-là qu'on devait donner et on va le donner aux institutions déjà existantes. Alors, j'ai parlé avec le maire, avec le DG de Baie-Saint-Paul. J'ai dit, quelles sont vos priorités? Ils m'ont sorti plusieurs projets, notamment le domaine Simon, rénover, redonner des lettres de noblesse pour effectivement qu'il y ait éventuellement du tourisme à cet endroit-là. On a regardé aussi un projet d'agora pour construire une agora également au centre-ville. Donc ça, c'était un projet qui était privilégié. Il y a aussi peut-être de l'aide aux musées, des musées déjà existants qui pourraient avoir besoin d'aide. Donc, ils m'ont fait une liste. Moi, j'ai pris cette liste-là, je l'ai fait parvenir au ministère et là, on est en discussion. Puis, comme il y avait déjà justement des pourparlers pour la maison mère, de l'argent qui avait été engendré, bien, effectivement, il y a des discussions à savoir jusqu'où le gouvernement va payer, quelle est sa part de responsabilité versus la ville. Mais les discussions vont super bien, puis tout le monde s'entend. Donc, dans les prochaines semaines,
au pire, les prochains mois, on va avoir des nouvelles, au moins cet automne? Bien, je ne peux pas savoir la date. Ça dépend Ouais, aussi des projets, OK. quand est-ce que la Ville est prête à bouger, quand est-ce que nous sommes prêts à bouger. Mais les discussions sont ouvertes, puis autant avec le ministère de la Culture, le maire texte directement, et le ministère de la Culture aussi. Donc, on est les trois en communication. Dans les autres dossiers reliés toujours à l'espace bleu, là, il y a une rumeur qui court à l'effet que l'INRS, qui veut implanter un centre de recherche en ruralité, pourrait utiliser les espaces qui étaient prévus pour l'espace bleu. Bien, Est-ce qu'il y a du nouveau là-dessus? Parce qu'on s'attendait à avoir des nouvelles au budget provincial. Oui. On n'a toujours pas de nouvelles de l'INRS. Bien, En vous avez-vous? avez eu des bonnes sources, effectivement. C'est un projet qui avance très bien. OK. On n'est pas rendu à l'étape de l'annonce. Je dois dire que le contenant se précise de plus en plus. On l'a dit, ils veulent venir à Baie-Saint-Paul. On va Ouais. étudier la ruralité. Donc, eux, ce qu'ils voulaient, c'est avoir, en commençant, une dizaine de professeurs, éventuellement une Créer vingtaine. un campus. Créer un campus, avoir des installations, avoir des laboratoires, ça coûte beaucoup de sous. Donc, on est en train de sécuriser un premier montant pour commencer le développement, pour regarder où, là, tu sais, un bureau de projet un peu pour faire l'implantation, pour aller Ouais. embaucher Il y a déjà des les gens là-dessus professeurs. qui travaillent là-dessus. Fait que les annonces, comme on dit, tout doit passer d'abord à la suite du budget, les choses doivent passer au Conseil des ministres. Mais ça sent quand même très bon, ce projet-là. Puis moi, c'est un projet que je soutiens. Tiens, ça va emmener des professionnels ici. On n'a pas d'études supérieures, mis à part Le cégep. le cégep, qui appartient à Jonquière. Donc là, ça serait quelque chose d'intéressant pour la région, tant pour les citoyens que les professionnels. Rapidement, là, parmi les autres dossiers là, pour lesquels on demande du développement, d'abord, le parc de la Côte de Charlevoix, Oui. est-ce que ça avance? Ça avance, mais il y a pratiquement... Il y a des ressources qui sont là-dessus. Il y a des ressources qui sont Le là-dessus. directeur général de la CEPAC est Oui. là-dessus, est dégagé notamment pour faire avancer le dossier. Effectivement, puis d'ici peut-être la fin de l'été, on devrait connaître plus le territoire et vraiment où est-ce que ça va se dérouler, tout ça. On avait parlé de la pointe des Alouettes qui allait être indexée au projet. Alors là, on est vraiment à définir le territoire. L'échéancier, on l'a toujours dit, 2027-2028, pour que les gens puissent Oui. en profiter. Puis ça va super bien. C'est une promesse là, qui va de l'avant. En terminant, d'abord, vous avez annoncé que vous attendiez un enfant. Félicitations. Oui, ça commence à paraître, C'est effectivement. prévu pour quand? Le 11 novembre, le jour du souvenir. Qu'est-ce que votre employeur, parce qu'il faut le dire, c'est l'Assemblée nationale qui est Oui. l'employeur légal, en tout cas des députés. Qu'est-ce que votre employeur prévoit pour les députés en termes de congé de maternité? Il faut savoir qu'on n'a pas de congé officiel de maternité parce qu'on OK. n'a pas de RQAP. Les élus, c'est comme ça. Donc, c'est du cas par cas. Il faut dire que c'est rare des femmes enceintes à l'Assemblée nationale, mais là, c'est de plus en plus fréquent, justement. Alors, présentement, c'est chaque groupe parlementaire qui s'entend. Donc, je sais que ma collègue Marois Risky compte prendre peut-être 6 mois. Elle aussi, elle est enceinte. Moi, on m'a consulté. Je pensais peut-être prendre 4 mois, mais en même temps, je vais quand même être présente, je vais quand même répondre au téléphone, je vais quand même avoir un pied pareil dans la communauté parce qu'il n'y a personne qui nous remplace. Et je continue à avoir 27 municipalités, 4 MRC, 2 Puis, îles. on vient de le voir, vous avez beaucoup de dossiers sur, Effectivement. qui sont en cours actuellement. Comment va se passer la fin de session? Qu'est-ce que vous avez comme priorité comme fin de session? Parce qu'on sait que le prochain mois sera consacré à une session intensive à Québec. Oui, session intensive. On va faire beaucoup d'annonces aussi en circonscription, donc des annonces avec des investissements. Autant sur la côte, on en a aussi dans Charlevoix. Alors, on Vous prépare- avez annoncé cette semaine les sentiers, là, notamment. Oui, effectivement. Presque 3/4 de millions qui sont investis dans nos sentiers de marche, Oui, de puis même randonnée. le 5,7 millions pour l'auberge, les auberges et les hôtels dans Charlevoix Oui. qu'on a annoncé. On a annoncé 10,3 millions pour le domaine Forget, la rénovation, le train aussi de Charlevoix. Donc, on a eu beaucoup d'annonces. Il va y en avoir d'autres. Sinon, c'est vraiment le blitz final. On travaille de 9 h le matin jusqu'à 23 h pour faire passer le plus de projets de loi possible. Donc, moi, je travaille sur le projet de loi, le droit de la famille, l'union parentale, donc la création d'un titre. Des parents qui ne sont pas mariés, qui sont Ouais. conjoints de fait, vont maintenant, s'ils ont des enfants en commun, à partir du 30 juin 2025, être en union parentale. Ça ressemble un peu à des couples mariés, mais on ne voulait pas marier les gens de force. Donc, les REER, les CELI, la pension, ça ne fait pas partie de ça, mais il va pouvoir y avoir pension alimentaire pour l'enfant. Après ça, protéger la maison en cas de séparation pour ne pas que l'enfant et la mère se retrouvent dehors, ou le père. Et ça, c'est votre mandat à titre d'adjointe Oui, parlementaire c'est ça. au ministre de la Justice. Est-ce que c'est En ça? plein ça, oui. C'est ça qui vous amène à travailler dans ces dossiers-là? Oui, donc c'est le projet de loi 56. Donc, chaque élu Ouais. siège sur des commissions parlementaires et là, on va faire avancer des projets de loi. En terminant, est-ce que c'est pas un peu ingrat? On a l'impression que ça va très mal à la CAQ, les sondages sont mauvais pour vous. On dirait qu'il y a une perte de crédibilité. Puis d'un autre côté, bien, vous avez des annonces, Oui, des projets, mais des projets. justement- Est-ce que c'est pas un peu ingrat faire de la politique?
Assurément, mais les bonnes nouvelles ne font jamais les nouvelles. C'est souvent ce qui va mal qui fait les nouvelles. C'est pour ça que cet été, à partir de cet été, même avec ma grosse bédaine, je vais aller cogner aux portes des gens. J'ai 27 municipalités. Je vais aller chez les gens. J'ai fait faire un bilan. Bien, en fait, j'ai fait un bilan avec mon équipe de tout ce qu'on a fait, des investissements qu'il y a eu dans la région, des bons coups qu'on a réussi à faire parce qu'on parle de plus de 3,2 milliards d'argent qui ont été investis dans Charlevoix-Côte-de-Beaupré. Ça s'est jamais vu. Je suis une bonne négociatrice, j'arrive souvent à mes fins. Alors, je vais aller dire ça aux citoyens, aller dire ce que je fais pour eux pour éventuellement qu'ils soient en mesure de juger mon travail. Alors, je vous souhaite une bonne tournée. Je vous dis merci et bon été. Merci beaucoup. Le cœur villageois de Baie-Saint-Paul abrite désormais un four à pain communautaire situé au centre Pro-Santé. Notre équipe était sur place pour son inauguration. C'est suite à la parution d'un article mentionnant le gain en popularité des fours à pain communautaires dans la province que l'idée est née d'en installer un au cœur de Baie-Saint-Paul. Le développement social intégré de la MRC, qui ont vu un article passer. Eux autres, ils travaillent, là, ils ont un chantier sécurité alimentaire. Ils ont vu un article passer parce que des fours à pain comme ça, communautaires, on commence à en avoir quelques-uns au Québec. Puis il expliquait vraiment bien d'où ça vient, tout ça, parce que c'est vraiment d'origine française, donc de la France, nos cousins qui faisaient ça dans les villages et tout ça. Quand on a vu, puis le développement social intégré, quand ils ont vu l'article, ils ont demandé si les organismes communautaires, il y en avait qui étaient intéressés à le reproduire chez eux. Fait que nous autres, c'est ça, le Centre communautaire Pro-Santé, pour nous autres, on voyait que c'était vraiment un incontournable. On travaille en sécurité alimentaire, on fait de l'intergénérationnel avec nos aînés puis nos jeunes. Et évidemment, on est centre-ville à Baie-Saint-Paul, et on avait du terrain sur notre espace extérieur. Fait que tout de suite, on a levé la main, puis on a dit oui, on va présenter un projet. Puis la MRC, bien, ils ont accepté immédiatement là, notre projet. Bâti de façon traditionnelle, la fabrication du four à pain a impliqué plusieurs personnes. On a fait affaire avec un expert, avec son entreprise, donc il est venu nous bâtir. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'une demi-journée de temps, on était 4 bénévoles parce que pour faire le moule en argile, bien, ça prend du monde parce qu'en tout cas, c'est une technique là, pour mouler le façonner. Le façonner exactement. Il y a quand même une technique pour ça, pour l'argile. Une aide financière de 9 000 $ de la MRC de Charlevoix a permis au Centre Pro-Santé de mener à terme ce projet. À quoi va servir le four à pain communautaire? Bien, un four à pain communautaire, nous, notre objectif, c'est de faire des ateliers. C'est un autre passant, Hubert Poinceau, qui, en voyant le four à pain, a proposé ses services de boulanger et formateur. Il a travaillé beaucoup au Moulin de la Rémy à une certaine époque et maintenant, il est formateur boulanger à Québec. Donc, lui, il m'a dit, Annie, je suis intéressée à faire des ateliers. Donc, des ateliers de pain, de pâte à pizza, de tout ce qu'on peut cuire parce que vous savez qu'un four à pain, on passe beaucoup au pain. Là, de la pizza, parce que c'est très facile, c'est la chose la plus simple au monde là, à faire pour nous. Parce que nous aussi, on est en apprentissage avec la cuisson au four à pain. Mais après ça, on peut faire plein de choses. On peut faire des mijotés, on peut faire des tartes, des pâtés. On peut faire vraiment beaucoup de choses. On peut faire des rôtis. Tout ce qui peut se cuire dans une cuisinière peut se cuire dans un four à pain. Il s'agit juste de bien apprendre à le maîtriser. Les ateliers se dérouleront les vendredis des mois de juillet et août. L'horaire exact n'est pas encore établi, mais Annie Bouchard invite la population à suivre les réseaux sociaux pour rester informée. Parce que là, on est vraiment en expérimentation, fait qu'on va voir qu'est-ce que la population veut. Puis on va tester des choses, on va faire des fournées communautaires, justement, ce qu'on va dire, bien, si vous avez des choses à faire cuire, apportez-les. Aujourd'hui, on part le four. Fait que venez vers telle heure. On va pouvoir sortir des tables du centre communautaire. Là, on a des tables pliantes avec des chaises. Fait que les gens vont soit pouvoir manger sur place ou vont pouvoir repartir à la maison tout simplement une fois cuit. Tout est possible. C'est ça qui est le fun avec ce four à pain-là. Les occasions de créer des liens et de partager des connaissances entre les générations seront aussi agrémentées par l'utilisation du four. Le mélange avec nos aînés qui ont déjà utilisé ça à la maison avec nos jeunes. Donc, la transmission la transmission de connaissances va être vraiment géniale. Il faudra s'attendre à un certain coût pour participer aux ateliers afin de couvrir les frais de bois et d'ingrédients, de même qu'une petite reconnaissance pour le formateur bénévole. Les détails suivront sur la page Facebook du Centre communautaire. Connue pour ses fraises produites à l'année, l'entreprise Explora Fruits achève la construction d'une boutique crèmerie qui sera agrémentée d'une nouvelle offre d'activités familiales. Située sur le rang Saint-Antoine, entre les Volières et Omerto, Explora Fruits développe à son tour une nouvelle offre pour les visiteurs. On voulait apporter quelque chose
qui ne se fait pas encore nécessairement dans les entreprises qui sont des producteurs agricoles. On voulait quelque chose de différent, pas seulement d'avoir de l'interprétation puis juste une boutique de vente. On voulait offrir aux clients une expérience, puis on pense que le bonheur se vend souvent dans la crème glacée, mais nos fraises, c'est le bonheur aussi, là. Je veux pas enlever rien à mes fraises. On les met ensemble, là, c'est encore mieux. On jumelle le bonheur avec le bonheur, les fraises avec la crème glacée, les camerises qui viennent vraiment équilibrer nos fraises qui sont particulièrement sucrées avec leur côté acidulé. Puis, on vient vraiment donner aux clients une expérience en nature, joviale, en famille. Le nouveau concept implique donc la construction d'un grand bâtiment qui fera office de boutique, café et crèmerie. Tu vises pas seulement une clientèle touristique, non, c'est tu ça. vises la clientèle locale oui, aussi. Particulièrement locale. Je veux vraiment attirer les familles, particulièrement les grands-parents avec leurs petits-enfants. Ça va vraiment être orienté là-dessus, les visites, les randonnées, puis la nourriture. On planifie une journée ici, quasiment. Exactement. Ouais. On planifie une journée. Vous pouvez venir amener votre lunch. Vous avez des micro-ondes à disposition. Vous faites chauffer votre lunch si vous l'avez. Si vous avez oublié votre lunch, vous avez une petite fringale. On a un petit frigo exactement pour combler cette faim-là. Puis on va aller se chercher une petite crème glacée après notre repas, faire une petite promenade. Il va y avoir des jeux aussi, des un parc jeux, pour enfants. Parc pour enfants, améliorer un peu l'activité et l'expérience des adultes aussi en occupant les enfants ailleurs, leur permettant d'avoir un petit moment relax. Je connais. Est-ce que tu aimerais organiser des petits événements aussi à l'occasion? Oui, c'est ça. En fait, notre ouverture officielle, c'est le 22 juin. On va avoir une super belle journée, en espérant qu'elle soit plus belle qu'aujourd'hui. Mais on va avoir une super belle journée, jeux gonflables, un mini-bar qui va être offert par le Tony Charlot. OK. Puis après ça, on va avoir la nourriture, on va avoir la crèmerie, on va avoir des petits ateliers de création aussi pour les jeunes et les moins jeunes aussi, si ça leur tente. Une belle ambiance assurée. Vraiment, j'ai hâte d'y être. Oh, oui. Un autre volet qui s'ajoute à l'offre de service est l'autocueillette. Là, à l'automne, on va avoir les courges, les citrouilles. On va avoir une belle offre d'activités automnales avec l'autocueillette pour l'Halloween. Bon, Explora-Fruits, ça fait 5 ans que ça existe officiellement. On avait planté nos plants de camerises avant, pareil, puis on a starté l'entreprise après. OK. On sait que les camerises, ça prend un certain temps à grandir, puis on a eu aussi certains problèmes, donc ça a retardé la croissance des plants. Donc là, cette année, on commence à avoir une récolte commerciale, puis je suis quand même contente de là où est-ce qu'on s'en va. On cherchait vraiment à valoriser la terre, puis le fait d'offrir une nouvelle offre agro-touristique à l'entreprise, ça vient vraiment valoriser la terre puis la beauté parce que faire les sentiers de randonnée, c'est extrêmement beau à faire parce qu'on dirait qu'on est dans des clairières à chaque fois. Puis il y a aussi la vue qu'on voulait mettre en valeur. Tu sais, c'est le paysage, c'est les photos de Baie-Saint-Paul officielles sur leur site sont là. Oui, c'est ça. Puis, Ça, on est sur le rang Saint-Antoine. On est dans les nuages aujourd'hui, mais normalement, sur la terre, là, c'est ça. Plus bas ici, on a des beaux sentiers, on a la vue sur la baie. Exactement. 2 serres sont presque en permanence remplies de fraisiers qui produisent les fruits bien rouges et sucrés qui ont fait la renommée de l'entreprise. Est-ce que c'est toute la même variété de fraises? Oui, ouais? c'est plus facile à cultiver en ayant la même variété parce que sinon, l'irrigation ne serait jamais la même, la fertilisation ne serait pas la même, les maladies, il y a des variétés plus sensibles que d'autres, fait que ça serait plus compliqué à gérer d'avoir plusieurs variétés. La culture en gouttière suspendue permet non seulement un travail plus ergonomique, mais aussi une meilleure production. Les rendements sont mieux. Il y a moins de pertes parce que la fraise ne va pas toucher au sol directement, moins de danger de moisissure. Le climat est plus contrôlé, il n'y a pas de pluie qui tombe directement sur les feuilles. Fait que ça fait en sorte que, niveau qualité, la fraise va être mieux. Ouais.
Puis, gestion des maladies, on peut avoir un meilleur contrôle aussi. Les pertes aussi sont minimes. Les plants qui deviennent moins productifs avec le temps pour une échelle commerciale sont même revendus à la population. 6 000 plants de fraises qui produisent, on commence à récolter en décembre, on finit à la fin juin. OK. Puis, tout ce qui n'est pas vendu, mais c'est rendu rare. Ces temps-ci, tout est vendu à l'avance, même en début de saison aussi, toujours vendu. Tout est vendu, la fraise brute, là. Oui, la fraise brute. Fait que quand j'ai des surplus ou bien quand j'ai des déclassés, ça s'en va à la transformation. OK. On essaie de valoriser au maximum tous nos produits. Puis tout ce qui se retrouve au compost, c'est soit des queues de fraises ou bien des feuilles. En plus des fraises fraîches et des camerises, Explorafruits transforme les fruits abîmés en divers produits comme des confitures, de la vinaigrette ou des sirops de table. J'ai une nouvelle cuisine de transformation dans le nouveau bâtiment, beaucoup plus grande, qui me permet d'avoir des équipements plus gros pour augmenter mon volume de production, puis qui vont aussi me permettre de développer d'autres produits qui vont justement intégrer la crème glacée à la fraise. On est déjà dans plusieurs boutiques à Baie-Saint-Paul, les Bonlieuses, la laiterie Charlevoix. On est en train de travailler avec d'autres distributeurs qui sont dans l'Est. Après ça, oui, c'est sûr qu'avec ma nouvelle cuisine de transformation, je vise à aller plus grand. Oui. Parce que... Les épiceries ou, non, pas nécessairement les épiceries, plus les distributeurs régionaux, les petites boutiques qui vont vraiment valoriser les produits artisanaux un peu plus. L'entrepreneur n'est pas au bout de ses idées. D'autres projets sont à venir, mais d'ici là, ne manquons pas l'ouverture officielle de la nouvelle crèmerie boutique le 22 juin. C'est ça, on n'arrête jamais la tête à bouillonne. J'essaie juste de calmer un peu pour essayer d'en avoir un peu plus à chaque année puis augmenter l'offre à chaque année. Le Musée de Charlevoix présente 3 nouvelles expositions qui prendront place dès la mi-juin. J'ai rencontré le directeur général Sylvain Gendreau à ce sujet. Sylvain Gendreau, bonjour. Oui, bonjour. Donc, on voyage grâce au Musée de Charlevoix qui nous présente de nouvelles expositions, plusieurs nouvelles expositions qui débutent au mois de juin. Et on commence ce voyage par Haïti. Oui, puis c'est un voyage à Haïti, c'est avec 2 expositions aussi, entre autres. Et celle qui est peut-être derrière moi ou à côté, c'est Histoire fabuleuse de la culture d'Haïti. Oui. Mais c'est une exposition d'art naïf. Donc, nous, notre mission, c'est un musée d'histoire puis d'art populaire. Donc, l'art naïf, c'est de l'art populaire. Oui. Fait qu'on était très heureux de pouvoir présenter cette collection-là, parce que c'est une collection qui était au musée depuis 7 ans. OK. Qu'on avait reçue, qu'on trouvait de qualité. On n'avait pas fait de recherche beaucoup sur... il y avait certains peintres qu'on connaissait, d'autres moins, parce que c'est quand même une collection de, je pense, 70 œuvres qu'on avait. Wow. Puis là, on a dit, bien, pourquoi pas faire le saut avec une exposition un peu plus internationale, mais aussi pour montrer aussi l'inclusion. Je pense qu'il y a de plus en plus d'immigration ici. Oui. Et Haïti, les gens ne le savent pas, mais plusieurs personnes le savent, mais c'est la population migrante la plus importante au Québec. OK. Donc, les gens pensent souvent que c'est les Italiens. Oui, ils l'ont été, mais là, ils sont rendus à 4e, 5e génération. C'est vraiment les Haïtiens. Okay. Et ils commencent à en avoir un peu partout. Donc, on se dit, il y avait un double objectif. C'est de présenter vraiment la culture d'Haïti et faire connaître la culture et les gens d'Haïti aux gens de Charlevoix. Donc, il y avait un double message. Et puis là, on est dans la peinture, principalement. Oui, c'est des toiles. Des toiles pour ce qui est de fabuleuse culture d'Haïti, mais on a aussi de la photographie. C'est ça. Fait qu'on a 2 angles, en fin de compte. On veut présenter la richesse de la culture d'Haïti sous l'angle de l'art naïf, qui a eu un essor important dans les années 50 et 60. OK. Donc, on se situe surtout dans ces années-là. Cette période-là, c'était le début d'un centre d'art là-bas et qui faisait la promotion de l'art populaire ou de faire de l'art point. Là. Oui. Et les gens venaient, ils allaient les chercher un peu partout dans Haïti, puis ils venaient rester là. C'est comme une résidence d'artistes, dans le fond. Et les gens peignaient. Donc, il y a plusieurs peintres qu'on connaissait qui sont devenus célèbres, un peu partout en Europe et tout. Mais il y en a plusieurs que, bon, c'est quelqu'un qui avait débuté, qui ne fait plus de peinture aujourd'hui, ou qui a continué strictement en Haïti. Fait que de là, l'importance de faire une recherche, puis de voir c'était quoi. Donc, c'est une naissance et on travaille beaucoup avec... On n'est pas les spécialistes de l'art haïtien. Puis on a vraiment travaillé avec des gens qui se connaissaient. Bien, le centre d'art qui est toujours là. Donc, ils savaient qui avait acheté les toiles et tout. Donc, on avait une histoire du parcours de ces toiles-là. Et on avait aussi le directeur d'un musée d'importance
d'importance à Port-au-Prince, le musée. Mais là, il est maintenant détruit, mais c'est un monsieur qui est rendu au Québec. Donc, il connaissait tout, il a écrit un livre sur ces peintres-là. Donc, on est parti de rien avec une richesse qu'on ne connaissait moins. On savait qu'on avait quelque chose de bien, mais on a une très, très belle collection. Il y a eu un apprentissage à travers tout ça, assez intéressant. Là, puis donc, on disait, donc, ça vaut la peine de dire, on va montrer la culture d'Haïti, parce que ça faisait comme un cadélioscope qui était assez complet. Là. Oui. Donc, puis là, du côté de la photographie, avec Territoire informel, quels aspects de la culture haïtienne on visite? C'est le côté un peu plus contemporain d'Haïti, mais on voulait montrer un côté joyeux aussi, parce que Fabuleuse culture d'Haïti, on sait que ça ne va pas bien là-bas. C'est flamboyant quand même. Ça ne va pas nécessairement bien en Haïti, mais on veut montrer que la joie de vivre, la culture de là-bas continue, parce que les gens pensent que ça ne va pas bien quelque part, que la vie arrête. Et Territoire informel, c'est un peu ce qu'ils présentent. C'est 3 photographes qui présentent la vie quotidienne. Une qui est déjà ouverte depuis hier, c'est pour Fierté Charlevoix, c'est la Nightlife in Haïti. Mais c'est pas la vie nocturne. Mais par contre, il y a un côté... les photos sont extraordinaires, mais c'est des gens qui font des parties un peu informelles dans les maisons et tout. Plus underground. Underground, parce qu'il n'y a pas de bar et tout. Mais les photos, on pense qu'ils sont à peu près 3000, ça fait drôle. Mais tu vois que les gens sont contents et tout. Mais ils font attention parce que souvent, les visages sont masqués et tout. Parce que l'inclusion là-bas, c'est plus pas difficile. Très fort. Un peu comme dans plusieurs pays du monde. Là. Mais ça donne un contenu artistique, mais un contenu aussi de dire que les gens... même la communauté gay là-bas, continue de vivre. C'est ça qui est important. Là. Donc, ça, c'est un des volets. L'autre volet, c'est un monsieur qui est un Haïtien, mais qui était d'origine italienne, qui est arrivé en Haïti, puis il trouvait que l'art de la rue était important. Donc, c'est très près de l'art populaire, notre mission, dans le coin de Piétonville, puis qui est une partie de Port-au-Prince. Les gens travaillaient à peu près toutes dans la rue. Donc, les gens arrivaient puis ils faisaient la cordonnerie, ils ciraient les chaussures. Mais qu'est-ce qu'ils ont? C'est leur petit module pour faire soit cirer les chaussures, la cordonnerie. Et là, c'est tout peint de différentes couleurs. Un peu comme ici, on met des couleurs, donc on a... C'est un peu leur image de marque, de peindre leur petit stand, leur Fait que lui a pris des photos de ça. Donc, en fin de compte, c'est un peu l'essence de l'art populaire, de dire, on prend une œuvre ou un outil du quotidien, puis on le magnifie, puis ça devient comme une œuvre d'art. Personnifie. Fait qu'on a ça qui donne un peu le côté des gens. Et l'autre, je le trouve fort intéressant, c'est M. Galland, qui est notre commissaire des 3 expositions. C'est lui qui est l'initiateur de ça. Lui, photographier les jeunes dans la rue, principalement. Les jeunes dans la rue avec les T-shirts que les différents pays envoient, donc les sportifs et tout. Donc, c'est une exposition... On connaît la mode d'ici, mais... Puis ils sont tous de dos, mais tu vois la vie quotidienne. Mais ça part de 1 à 99. Donc, tout est... en fin de compte, c'est avec des numéros, c'est cartésien. Fait que, mais il y a peu de, ça, il disait, il y avait peu de femmes parce qu'il disait, je m'excuse, mais c'était plus les jeunes garçons qui prenaient les T-shirts de Michael Jordan. Donc, mais ça permet de voir un peu, et c'est des gens qui vivent dans différentes parties de la ville, et ça montre les quartiers. Donc, c'est pas nécessaire. On visite Haïti à travers les gens. C'est ça, c'est une culture qui est plus du quotidien. Donc, l'autre, c'est vraiment de l'art populaire. Ces 3 expositions-là, photos, moi, je les trouve assez fortes pour que les gens, quand ils viennent chez nous, ils ont une vision de qu'est-ce qu'est Haïti ou qu'est-ce qu'il était aussi, parce que c'est des années 50. On a une évolution. C'est ça. Puis pour les gens qui côtoient, parce que souvent, on a des nouveaux voisins qui nous arrivent avec le temps de l'immigration qu'on connaît, bien, tu ne connais pas juste ton voisin. Puis il va y avoir plein d'activités culturelles. Oui, il y a des ateliers, des activités de médiation qui sont organisées aussi. On en a vraiment plusieurs, puis on en a sur les différents domaines. On en a musical, on en a aussi culinaire. Donc, il y a Nikki Thomas, qui est du coin ici, va faire la cuisine haïtienne à la Gogaille. La Gogaille, les gens ne connaissent pas. C'est l'école. Le restaurant-école à la Malbaie. À la Malbaie. Donc, il va y avoir des éléments qui vont être mis de l'avant comme ça avec la bibliothèque. Donc, on fait vivre un peu Haïti un peu partout pour la communauté avec des activités qui sont liées à la culture. Puis ça, c'est pendant toute la période des expositions, donc du 15 juin jusqu'à... on va le faire à l'automne. Jusqu'à l'automne aussi, OK. Parce que là, le volet scolaire va commencer plus à l'automne. Oui, OK. Et le volet de l'art culinaire aussi, on va le faire. J'aimerais avant de terminer, qu'on n'oublie pas cet autre voyage vers l'Italie que vous proposez, avec une autre exposition photographique aussi. Oui, c'est M. Sanders, qui est un
un photographe célèbre d'Europe. Il est connu ici en Amérique du Nord, mais un peu moins. Oui. Mais c'est un photographe des années 20. Donc, l'exposition, c'est Sanders 2027, mais c'est Sardinia. Donc, c'est un monsieur qui était toujours à Berlin, qui est un photographe spécialisé en art déco, qui a été faire un tour à la Sardaigne, en Italie, et il a pris des paysages de là-bas. Okay. Donc, l'intérêt pour nous, c'est de faire un lien avec M. Palardi, qui est un photographe d'ici, qui était là dans les années 20, qui a fait à peu près la même chose. Ah, donc, est-ce qu'on a un parallèle? On a un parallèle deux, des paysages, c'est plus des paysans, comment que ça fonctionnait. Puis là, on voit que qu'on soit n'importe où dans le monde, la vie paysanne, la vie de l'agriculture ou la vie urbaine, elle se ressemble. Donc, ça permet de voir un peu comment les gens vivaient, mais ça regarde aussi les yeux des photographes, comment ils sont différents aussi. Donc, oui, dans un même contexte, un même lieu, la vision différente de puis chacun. il y a un photographe qui a fait, qui était à la Sardaigne, qui a photographié exactement les mêmes photos que M. Sanders, donc tu vois aujourd'hui aussi. Donc, on trouve que ça permet de montrer la culture italienne, de faire un lien avec la culture d'ici au niveau paysan ou agriculture, là. Et ça nous permet aussi de faire des activités de médiation avec les gens de la Sardaigne, parce que c'est un coin de l'Italie qui est moins connu. Donc, on fait la même chose. Il y a des gens de la Sardaigne qui viennent ici? Qui sont à la communauté à Montréal. Ils vont venir ici. Puis ça, c'est une exposition qui a fait le tour d'Europe. Elle était à Hambourg la dernière fois, elle est ici, puis après, elle va atterrir à l'automne, elle va atterrir à Montréal. D'accord. Donc, ça fait comme quand on vient, bon, on a une partie je parlais des immigrants italiens tantôt, qui étaient comme une partie de l'immigration qui était très connue ici. Puis ils sont plus qu'intégrés, là. Ils sont rendus à la 4e, 5e génération. Bon, on parle d'eux un peu. Puis on parle aussi de Haïti, qui est la plus grande communauté qui est là. Donc, on pense que ça va donner le goût aux gens de venir dans Charlevoix voir ça, et que les gens de Charlevoix connaissent ces cultures-là un peu plus. Oui. Merci beaucoup, en tout cas, pour ces belles découvertes à faire. Donc, elles sont toutes dès le 15 juin. Il y aura d'ailleurs un vernissage le 15 à 14 heures au Musée de Charlevoix à la Malbaie. Merci beaucoup, Sylvain Gendreau. Bien, merci. C'est ce qui conclut les actualités cette semaine. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.